Bonjour à tous. Au nom des équipes de BMCE Capital et plus particulièrement de BMCE Capital Global Research et BMCE Capital Bourse, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. L'édition du jour a pour thématique les 5 best stocks de notre bureau de recherche. Nos analystes auront donc l'occasion aujourd'hui, durant ce webinaire, de vous présenter leur lecture des catalyseurs du marché action, de vous donner une vue globale sur le portefeuille de BMCE Capital Global Research et de partager leurs 5 plus fortes convictions. Vous pourrez dès à présent commencer à vous poser vos questions sur le chat directement via la plateforme Zoom. Nos analystes pourront y répondre tout à l'heure. Et donc, sans plus tarder, je passe la parole à Rita Benider qui va introduire cette présentation. Rita? Bonjour à tous. Merci à vous tous et merci de vous être connectés si nombreux donc à notre webinaire portant sur les principales convictions de BKGR. Donc, avant de vous les présenter, j'aimerais, si vous le permettez, revenir sur les principaux catalyseurs du marché en 2022, puis faire un état des lieux sur notre portefeuille à fin mai pour justifier un petit peu nos convictions. Donc, voilà, donc on va démarrer sur les principaux catalyseurs. Alors, sur les différents volets au niveau qui ont justifié un petit peu qui justifient un petit peu nos hypothèses. Donc, sur le volet de la croissance économique, donc on a un ralentissement de cette croissance avec une progression qui est estimée à 1% en 2022 et à 4% en 2023. Donc ça, c'est vraiment ce qui est ressorti à l'issue de la dernière réunion trimestrielle de l'année de Banque Maghreb. Qui a revu à la hausse ses prévisions, parce que si vous vous rappelez, pour la réunion précédente, nous étions à une croissance de plus 0,7%. Et là, on est passé à 1%. Alors, pour le gouvernement, juste pour rappel, on serait aux alentours de 1,7%. Et notre scénario central à 1,8%. Alors, les hypothèses sous-jacentes à ces prévisions de croissance sont bien évidemment une contribution projetée de la valeur ajoutée et agricole qui serait négative, puisqu'on on estime, enfin, Banque Maghreb estime qu'elle serait aux alentours de moins 15%, sous l'hypothèse d'une dégradation d'à peu près 70% de la production céréalière, donc on serait aux alentours de 32 millions de quintaux. Alors, autre hypothèse importante, c'est qu'on s'attend à la poursuite de la hausse des matières premières et des hydrocarbures. Donc, déjà, on a pratiquement plus 70% pour le Brent et le WTI depuis le début de l'année. Donc, ce qui devrait impacter la balance commerciale et l'inflation, qui est à un niveau record jamais observé depuis un certain nombre d'années, depuis pratiquement les années 90. Donc, on est aux alentours de 5,9% à fin avril. En ce qui concerne la capacité bénéficiaire, donc permettez-moi de vous rappeler la croissance qui a été réalisée en 2021 de plus 65%, donc notamment par les opérateurs industriels qui avaient été fortement pénalisés en 2020. Donc, il y a eu une véritable reprise sur un certain nombre de secteurs. Alors, donc nos hypothèses pour 2022 qui justifieraient une croissance de 9% du RNPG sont les suivantes, à savoir une poursuite de l'allègement du coût du risque et la bonne tenue de la marge d'intérêt en lien avec la croissance attendue des crédits. C'est essentiellement les crédits de fonctionnement qui devraient continuer à augmenter. Alors, juste pour rappel, pour le secteur bancaire, en 2021, il y avait eu un très fort provisionnement, puisqu'effectivement, les banques s'étaient appuyées sur les pires scénarios pour l'anticipation du coût du risque. Et donc, on a eu des reprises en 2021 et qui devraient continuer de se poursuivre en 2022. Effectivement, le matas de provision avait été conséquent. Alors, on table également sur la poursuite de la hausse des hydrocarbures pour les opérateurs gaziers. Donc, ça devrait être bénéficiaire, ça devrait être de nature à augmenter notamment le chiffre d'affaires des opérateurs gaziers. On a également pris l'hypothèse d'un retour à plein régime de l'activité des CHR et des industriels. Donc, on n'est plus du tout sur un scénario de restrictions sanitaires fortes avec un confinement qui devrait être mis en place et même de couvre-feu. Donc, ça n'a pas été mis dans nos hypothèses de croissance pour l'établissement du RNPG en 2022.
Après, les éléments négatifs, c'est qu'on s'attend toujours à une poursuite de la hausse du coût des intrants et des matières premières. Et c'est essentiellement une inflation qui est importée et compte tenu, bien évidemment, du contexte actuel de crise ukraino-russe. Alors, on table également sur la poursuite des difficultés d'approvisionnement, notamment pour la filière distribution automobile, notamment en ce qui concerne les semi-conducteurs et qui concerne un certain nombre de secteurs. Mais en tout cas, pour nous, c'est surtout le secteur automobile, puisqu'effectivement, même s'il y a eu des mesures qui ont été mises en place avec la construction d'usines, l'effet devrait être atténué que dans les 2-3 ans. Alors, en ce qui concerne le dernier point, notre arbitrage action-obligation, donc on était globalement plutôt favorable à l'action, en particulier pour les institutionnels, sauf en cas de hausse significative des taux. Donc là, à l'issue de la réunion trimestrielle, je tiens à rappeler que Banque Maghreb va statuer sur la poursuite de politique monétaire accommodante en maintenant son taux directeur inchangé à 1,5%. Mais ça n'exclut pas une hausse des taux sur le S2, donc qui pourrait éventuellement induire un arbitrage défavorable pour l'action. Et ceci dans un contexte d'un niveau de valorisation qui sont structurellement élevés pour le marché boursier marocain. Alors, si l'on passe à notre portefeuille, donc le portefeuille, comme vous le savez, subit un certain nombre de remaniements tout au long de l'année. Donc, il a été établi en début janvier et subit un ensemble de remaniements. Donc, si on fait le point sur notre portefeuille au 31 mai, tel qu'il a été publié dans notre document stratégie, donc on est dans un contexte d'orientation qui est fortement baissière des indices boursiers. Donc, on a clôturé le mois de mai en affichant une contre-performance de moins de 69. J'aimerais quand même rappeler que le portefeuille du mois d'avril avait affiché une performance de 2,51%, même si le MASI RB était en baisse. Donc, ceci dit, même avec une contre-performance de pratiquement moins 2,7%, on est quand même supérieur de 5 points par rapport à la contre-performance du MASI RB, qui est de moins 7,5% à peu près. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que le mois de mai, notre sélection a subi les pertes les plus importantes depuis le début de l'année, avec une contre-performance à peu près moins 4%, moins 3,65 pour être plus précis, sachant que le MASI RB a affiché une baisse de moins 5% au titre du mois de mai. Donc, à ce niveau actuel, à des niveaux de valorisation de 19,8 fois les bénéfices, contre à peu près 20 fois pour le MASI. Toutefois, comme vous pouvez le voir, on a 5 convictions fortes aujourd'hui que mes collègues d'ailleurs vont vous présenter au cours de ce webinaire, donc à savoir sur Aradé, Atlanta Saned, Managem, Marsa et SNEP. Donc pour la slide suivante, donc on est comme vous pouvez le voir, sur une forte résilience face à la baisse du marché. Donc, il y a quand même un écart par rapport au benchmark. Donc, je vous présente également les titres qui ont subi les plus fortes contre-performances, donc qui ont le plus pesé négativement sur notre sélection de valeurs. Donc, c'est Microdata avec une baisse de moins 27%. Donc, il faut rappeler que ces performances sont par rapport à la date d'introduction au niveau de notre portefeuille. Comme je vous l'ai dit, il y a un certain nombre de remaniements qui sont faits. Alors, la Varajol SIM avec une contre-performance de moins 20% et TGCC avec moins 14%. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que les valeurs bancaires Tijari et BCP ont accentué cette perte en affichant des contractions respectives de plus de 10%. Alors, à contrario, Managem, Disway et SNEP ont affiché les plus importantes performances au niveau de notre portefeuille avec des hausses depuis l'introduction de respectivement 42%, 17% et 16%. Alors, sans plus tarder, donc, je vais donner la parole à mon collègue Reda Abid pour vous présenter, pour vous introduire nos plus fortes convictions. Merci. Merci Rita. Effectivement, donc on va passer à la partie pour examiner et faire un focus sur les 5 plus fortes convictions de BKGR. Donc chaque analyste va vous présenter en fait et passer en revue une valeur et par la suite on prendra pendant 5 minutes les principales questions que nous allons recevoir par chat. Donc je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dès à présent par chat sur les 5 principales valeurs. On essaiera de répondre à vos questions. Donc, je passe la parole à Khadija pour passer en revue la première valeur et la première conviction qui est Atlanta Sanad.
Merci Reda. Bonjour tout le monde. Donc nous allons vous présenter notre argumentaire sur Atlanta Sanad. Donc c'est une valeur qui a depuis un moment nos faveurs, en particulier sur le plan fondamental, puisqu'effectivement, on a été les premiers sur le marché à attirer l'attention sur son potentiel, donc bien avant l'annonce de sa participation à la prise de contrôle de Crédit du Maroc, conjointement avec sa maison mère, donc Omarcom. Donc, comme vous le savez, Atlanta Sanad est la sixième compagnie d'assurance d'Atlas, donc avec une part de marché de 10,8%, notamment après la fusion-absorption de Sanad. C'est une compagnie qui fait preuve de façon continue d'une certaine dynamique commerciale et qui s'est d'ailleurs traduite par une hausse de près de 6% de ses primes acquises nettes sur les 5 dernières années. Donc, c'est une situation qui est redevable à sa stratégie commerciale agressive, mais aussi à une accélération de son processus de digitalisation qui permet justement d'améliorer l'expérience client. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette agressivité commerciale n'est pas synonyme de mauvaise politique de souscription. Bien au contraire, donc la compagnie est sur P de 67%, donc c'est un niveau qui est inférieur à celui de Wafa Assurance ou de Saham, par exemple, donc avec une politique d'assainissement de son portefeuille qui avait été entamée en 2017 et qui porte aujourd'hui ses fruits, mais aussi par rapport à des implantations qui sont faites dans des régions relativement moins sinistrées. Et ce niveau relativement bas de S sur P offre à la compagnie une marge de manœuvre très importante, surtout dans le cas d'une nouvelle dégradation de la sinistralité automobile, donc, comme ce qu'on avait constaté au niveau sectoriel en 2018 et en 2019. Donc ça, c'est par rapport au volet opérationnel. Au volet financier, on voit que la compagnie fait preuve d'une meilleure gestion financière, donc avec un TCAM du résultat financier de près de 20% sur les 5 dernières années, donc avec une amélioration des profits sur réalisation de placements. C'est une situation qui s'explique par un portefeuille de placement qui est rentable et qui est constitué essentiellement d'actions CIH Bank, BMC et Wilmès qui présentent quand même des niveaux de rendement qui sont assez intéressants. Sinon, au volet réglementaire, donc Atlanta Sanad dispose d'une marge de solvabilité qui est très confortable, donc de 220% à fin 2021 et qui est largement supérieure au minimum réglementaire de 100%, ce qui lui confère justement une certaine solidité financière, mais ce qui devrait aussi lui permettre de se conformer aisément aux exigences de la solvabilité basée sur les risques. Sinon, en termes de perspective, donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif principal d'Atlanta Sanad est d'améliorer son positionnement sectoriel, mais aussi sa rentabilité, donc grâce à différents éléments. Le premier élément concerne le lancement prochain de produits en unité de compte, qui devrait justement dynamiser fortement l'activité vie et permettre aussi à l'opérateur de gagner en part de marché. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces produits ont affiché une hausse de près de 20% en 2021, qui témoignent justement de leur popularité grandissante, mais aussi du potentiel important qu'ils présentent dans un contexte qui est marqué aujourd'hui par une érosion des taux de rendement servis sur les contrats d'assurance vie classiques. Alors, l'élément porte sur l'amélioration attendue de son résultat financier, qui devrait justement aller à les sociétés en 2021. Donc, par la poursuite de la politique de diversification de ces placements, donc un positif sur les OPCI. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des études de faisabilité qui sont en cours donc pour l'acquisition de parts dans des fonds qui offrent de bons rendements par Atlanta, mais qu'aussi la compagnie envisagerait de faire en 2022 un apport d'actifs détenus dans des OPCI, ce qui devrait justement peut-être avoir un impact positif sur la rentabilité. Le dernier élément porte sur l'acquisition attendue par la compagnie de 12,8% du capital de crédit du Maroc, donc ce qui devrait lui permettre justement de se développer davantage sur l'activité banque-assurance, surtout qu'Atlanta Sanad dispose d'une marge de croissance très importante sur la vie, qui ne représente aujourd'hui que 25% de son chiffre d'affaires global. Par contre, il se peut que ces synergies ne soient pas palpables qu'à partir de 2026, puisqu'effectivement, Crédit du Maroc dispose depuis 2016 d'un partenariat exclusif de 10 ans avec Saham Assurance, donc pour la distribution de produits d'assurance vie et non-vie. C'est vrai qu'une rupture de ce contrat pourrait être envisagée,
mais ça devrait dépendre des conditions de réalisation qui pourraient peut-être être contraignantes pour Crédit du Maroc. Donc, pour l'instant, on n'a pas plus d'infos par rapport à ce sujet. Alors, je vous propose de passer à la slide suivante, donc qui reprend les indicateurs financiers et boursiers d'Atlanta Sanad. Donc, en termes de chiffre d'affaires, les primes acquises nettes de la compagnie devraient s'améliorer de près de 6% à 5,2 milliards en 2022. Donc, comme vous pouvez le voir sur le graphe, donc c'est une hausse qui va intégrer une décélération attendue des primes automobiles, donc avec la baisse du rythme attendu des nouvelles immatriculations, qui est liée à la pénurie des semi-conducteurs qui devrait impacter négativement les ventes automobiles. Sinon, au volet boursier, donc la valeur traite aujourd'hui à un cours de 124,15 dirhams. Donc, c'est une perte year-to-date de 1,8%. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que le marché n'entame sa phase récessive, ces gains avaient culminé à 15%. Donc, aujourd'hui, ces ratios boursiers s'établissent à des niveaux très attractifs en 2021, donc avec un PE de 17,7 fois contre une moyenne sectorielle de 23,1 fois, et un dividend yield de 4,3% contre une moyenne sectorielle de 2,9%. Alors, en 2022 et selon nos prévisions, le PE de la compagnie devrait s'améliorer, donc à 13,4 fois en raison de la hausse anticipée de près de 34% du RNPG. Pour le dividend yield, donc il devrait s'établir à un niveau de 4,4%. Pour l'année 2023, donc on anticipe également une amélioration des réalisations financières, donc avec une hausse de près de 9% du RNPG, qui devrait justement induire de meilleurs ratios boursiers pour la compagnie. Alors, je vous propose de passer à la slide suivante et qui porte sur la valorisation du titre. Donc, en termes de prévisions chiffrées, on table sur un TCAM de 11% du RNPG, donc entre 2021 et 2026. Donc, ça intègre une hausse de près de 34% en 2022, une hausse qui s'explique par la poursuite escomptée de la dynamique commerciale, mais aussi la hausse anticipée du résultat technique, donc avec le bon comportement projeté du résultat financier, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Je tiens juste à préciser qu'on suppose un impact neutre du marché donc sur cet indicateur et qu'on retient une augmentation progressive des remontées de dividendes donc qui va provenir des participations financières de la compagnie. Sinon, pour le RNPG, donc il devrait continuer sur son trend haussier en 2023, profitant d'une meilleure dynamique commerciale, donc avec le lancement attendu des produits en unité de compte, mais aussi grâce à la poursuite de l'amélioration de la sinistralité, avec tous les efforts qui sont consentis par l'assureur dans le cadre de sa politique d'assainissement du portefeuille. Alors, côté valorisation, et dans le cas d'Atlanta Sanad, notre objectif de cours se base sur la méthode d'actualisation du RN, donc, qui ressort avec un cours cible de 145 dirhams, avec un PE cible en 2022 qui est très intéressant et qui s'établit à un niveau de 15,6 fois, donc ce qui confirme effectivement notre opinion positive sur la valeur en raison des perspectives prometteuses qui se présentent pour elle, d'où la réitération de notre recommandation d'accumuler le titre dans les portefeuilles. Donc voilà, c'est tout pour Atlanta. Je repasse la parole à Reda pour la session questions-réponses. Oui, parfait. Merci Khadija. Effectivement, il y a quelques questions sur cette valeur. Donc, la première, c'est concernant les modalités de financement par Atlanta Sanad de l'acquisition de 12,8% de Crédit du Maroc. Alors, c'est vrai que le financement de cette opération suscite beaucoup de questionnements aujourd'hui, dans le sens où, effectivement, il aurait pu engendrer un désengagement d'autres participations, comme les participations détenues dans CIH ou dans BMCI. Par contre, il semblerait que la compagnie dispose d'un excédent important au niveau de son portefeuille libre et qui est suffisant pour financer, du moins, donc, normalement, aucun désengagement ne serait prévu dans ce sens. Voilà. Ok, la deuxième question concerne l'activité Takaful. Comment voyez-vous en fait le développement de l'activité Takaful au sein d'Atlanta, enfin par Atlanta Sanad? Alors, donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'activité Takaful ne devrait pas être intégrée dans le giron d'Atlanta Sanad. Donc, avec la restructuration qui avait été opérée au niveau
du pôle finance du groupe Allmarcom, donc en 2019. Ça avait donné lieu à deux principaux holdings, dont Allmarcom Insurance Activities, donc qui est destiné à accueillir les participations du groupe dans le secteur des assurances, donc que ce soit au Maroc ou en Afrique subsaharienne. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès 2017, le groupe avait créé sa filiale Takafoulia Assurance, qui est portée aujourd'hui par Allmarcom Insurance Activities, ce qui dénote justement d'une séparation totale entre les activités d'assurance conventionnelles et les activités d'assurance participative. Par contre, c'est vrai que c'est un choix qui pourrait peut-être constituer un manque à gagner pour Atlanta Sanad, qui ne devrait pas les revenus additionnels qui devraient émaner de cette activité, d'autant plus qu'aujourd'hui, donc, il y a d'autres intervenants qui viennent s'ajouter à des opérateurs dans cette activité, puisque la CAPS vient d'octroyer à 6 banques participatives des agréments pour présenter les produits d'assurance Takaful. Donc, voilà. Parfait. Autre question, en fait, concerne justement, tu as cité l'entité Takafoulia. L'entrée, en fait, des Qataris dans le capital de Takafoulia peut-il être le prélude d'une future prise de participation à un niveau ou à un autre du pôle assurance de Allmarcom? Alors, l'entrée de Qatar International Islamic Bank et de Qatar Islamic Insurance Company dans le capital de Takafoulia devrait effectivement permettre à la compagnie de profiter de l'expertise de ces deux entités, donc dans le domaine de la finance participative, à l'instar d'Omnia Bank, donc la filiale de CIH, qui compte également parmi ses actionnaires QIB. Par contre, une future prise de participation par les Qataris dans le capital d'une autre filiale d'Allmarcom qui n'est pas spécialisée dans la finance participative ne nous semble pas envisageable. D'accord. Autre question sur une autre thématique. Donc, quel devrait être l'impact de la généralisation de l'AMO sur le secteur de l'assurance? Reda, ça a été coupé. Oui, pardon. Alors, je disais, quel devrait être l'impact de la généralisation de l'AMO sur le secteur de l'assurance? D'accord, ok. Alors, donc, par rapport à la généralisation de l'AMO, ça devrait avoir un impact aussi bien sur le chiffre d'affaires que sur le RN du secteur. Donc, par rapport au chiffre d'affaires, l'impact devrait être négatif, naturellement, dans le sens où les prix maladie des assureurs devraient diminuer, donc avec une migration d'une certaine catégorie de clients vers le secteur public. Par contre, et les compagnies d'assurance à basculer vers des produits d'assurance complémentaires qui sont beaucoup plus rentables que des produits basiques, ce qui devrait effectivement améliorer le résultat technique et donc forcément la capacité bénéficiaire globale du secteur. Parfait. Ben, on prend peut-être une dernière question sur cette valeur avant de passer à la suivante. Pour les autres questions, on pourra répondre par email. Quel serait l'impact de la mise en place de la solvabilité basée sur les risques sur Atlanta Sanad? D'accord. Par rapport à Atlanta Sanad, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a une marge de solvabilité de 220%. Donc, c'est un niveau qui est largement supérieur au minimum réglementaire de 100%, ce qui lui confère justement une certaine marge de manœuvre pour absorber l'impact de l'entrée en vigueur de la solvabilité basée sur les risques. Par contre, et parce qu'effectivement, le nouveau calcul de la marge de solvabilité va prendre en compte le risque marché, on devrait s'attendre à certains changements au niveau de la composition du portefeuille de placement de la compagnie pour réduire justement son exposition au volet actions cotées. Donc, voilà. Très bien, merci Khadija. Donc peut-être on peut passer maintenant à Managem. Je passe la parole à Younes qui va passer pareil en revue cette valeur, puis après on prendra vos questions concernant cette valeur. Younes. Merci Rada. Donc bonjour à tous, je vais vous présenter notre argumentaire sur Managem, une valeur qui a su attirer notre attention non seulement grâce à ses performances financières impressionnantes, mais aussi grâce à la conclusion de plusieurs partenariats et de projets d'envergure.
Donc, rappelons-le, juste en termes financiers, Managem a pu réaliser donc une croissance de son chiffre d'affaires de 57% lors de l'exercice 2021 et de 122% lors du T1 2022. Donc, en ce qui concerne les enjeux et les implications stratégiques de Managem, nous allons traiter cette partie en 4 points. Donc, le premier point, c'est notre confiance par rapport à la capacité ou bien à l'aptitude du groupe d'augmenter ses capacités de production, notamment à travers donc l'extension qui est en cours de la mine de Gabgaba au Soudan et qui devrait donc qui devrait porter la capacité de production aurifère de la mine à 1,6 tonnes par an. Donc, juste pour information, cette extension a été retardée suite à des conditions défavorables qui découlent d'une situation politique et sociale au Soudan qui a été perturbée lors de l'année 2021. Donc, le deuxième projet qui devrait permettre à Managem d'augmenter ses capacités, c'est l'arrivée de la mine de Trika à sa capacité de production maximale de 4 tonnes contre 3,4 tonnes réalisées en 2021. Et enfin, le projet Tizart qui devrait doubler la capacité de production cuprifère du groupe ainsi que de réduire ses cash costs en dessous de la barre des $3 000 par tonne. Donc, ce projet devrait voir le jour en mi-2024. Au volet prix, Managem devrait continuer à bénéficier de cours à des niveaux confortables. Donc, l'or devrait continuer à profiter de son statut de valeur refuge dans un contexte de crise. Le cuivre, quant à lui, devrait bénéficier d'une forte demande provenant pardon, du secteur des infrastructures à travers certains projets, comme par exemple le projet Global Gateway en Europe, qui est censé concurrencer donc, le projet de la route de la soie, donc le méga projet chinois. Et donc, le cuivre devrait aussi bénéficier de la mise à niveau de certains secteurs comme les télécoms ou bien l'automobile. Quant au cobalt, donc, il devrait continuer à bénéficier d'une très forte demande de la part du secteur des voitures électriques. Donc, en ce qui concerne les projets et les partenariats de Managem, donc, Managem a noué un partenariat avec Renault par la voie duquel l'opérateur minier s'est engagé à fournir à partir de 2025 Renault en 5000 tonnes de sulfate de cobalt, ce qui est l'équivalent de 1000 tonnes de cobalt métal, soit donc 70% de la production annuelle prévisionnelle de Managem. Donc, ce partenariat devrait permettre au groupe de sécuriser une grande partie de sa production en cobalt sur une période qui s'étale sur 7 ans. Et par la voie de ce même accord, donc, Renault a accepté de cofinancer une unité industrielle sur le site de Gemasa, dont le but est de transformer le minerai de cobalt en sulfate de cobalt. Ce qui va dans le sens de la volonté du groupe de se diversifier vers des métiers comme l'hydrométallurgie ou bien encore la chimie, et ce qui pourrait donner au groupe l'opportunité de pouvoir se positionner sur des produits à plus forte valeur ajoutée à travers l'acquisition de compétences métiers. Enfin, la stratégie de transformation digitale du groupe devrait lui permettre de réduire, la phase d'exploration, bien la durée de la phase d'exploration de 4 à 5 ans, à travers de nouvelles méthodes d'acquisition de données qui devraient permettre au groupe de repérer des sites propices à l'exploration plus rapidement. Par ailleurs, donc, l'utilisation d'autres technologies comme l'Internet des objets ou bien les engins autonomes devrait, d'une part,
assurer une maintenance préventive au groupe, et d'autre part, améliorer la sécurité sur ces sites, ce qui jouerait en la faveur de l'efficacité opérationnelle de Managem. Donc, passons maintenant aux indicateurs financiers et boursiers de Managem. Donc, le chiffre d'affaires du groupe devrait s'améliorer de 19,5% à 8,9 milliards de dirhams en 2022, intégrant une amélioration de la production, en particulier aurifère, couplée à des cours qui restent à des niveaux intéressants. Partant, le RNPG du groupe devrait s'apprécier de 12,6% en 2022. Et en ce qui concerne donc le volet boursier, la valeur a clôturé le marché à la date du 20 juin à un cours de 2232 dirhams, soit une performance de 41,4% depuis le début de l'année. En ce qui concerne le PER du groupe, il s'est établi à un niveau satisfaisant en 2021, qui est de 18,2, contre une moyenne sectorielle de 22,4. Le dividend yield, quant à lui, demeure assez modeste avec un niveau de 1,3% en 2021. En ce qui concerne 2022, donc, le PER devrait s'établir à 23 et le dividend yield devrait s'améliorer à 1,5%. Donc, passons maintenant à la valorisation de Managem. Donc, pour les besoins de valorisation de l'opérateur minier, nous nous sommes basés sur la méthode DCF. Nous avons retenu comme hypothèse donc, un effet prix favorable en 2022 et 2023, avec des cours similaires à ceux qui sont appliqués aujourd'hui. L'entrée en production donc, du site de Tizart, qui devrait doubler la capacité de production cuprifère du groupe tout en réduisant ses cash costs. Donc, tout cela implique un TCAM du chiffre d'affaires de 4,7% sur la période prévisionnelle et une marge d'EBITDA moyenne de 27,6%. Donc, tous ces éléments pris en compte, nous recommandons d'accumuler le titre dont le cours cible est à 2444, selon nos estimations. Voilà, ça sera tout pour moi. Si vous avez des questions. Merci Younes. Effectivement, il y a quelques questions que je vais partager avec toi. Donc, la première qu'on a reçue concerne comment Managem se couvre contre les risques d'instabilité en Afrique. Donc, c'est une excellente question. En effet, le continent africain a la réputation d'être plutôt instable par rapport à d'autres régions dans le monde. Donc, selon plusieurs experts en sciences politiques, cette tendance s'est atténuée depuis le début du XXIe siècle. Néanmoins, il faut le reconnaître, ça reste plutôt instable par rapport à d'autres régions. Donc, Managem a en fait, si l'on peut dire, deux politiques d'assurance qui permettent de mitiger ce risque. La première est donc le partenariat avec le groupe Nora Mining Group, l'ex-Wanbao, qui est un groupe chinois dont l'actionnaire de référence est l'armée chinoise. Donc, je pense que cela peut permettre au groupe de protéger certains de ses actifs en Afrique. Et le deuxième point, c'est l'adossement au groupe Almada qui peut offrir des voies de discussion privilégiées. Voilà. Parfait. Alors, la deuxième question concerne le positionnement de Managem sur les terres rares. Donc, en ce qui concerne le positionnement de Managem sur les terres rares, donc aujourd'hui, ils sont sur le cobalt à travers le site de Bouazer et aussi donc, en partenariat avec Nora Mining Group en République démocratique du Congo, donc à travers le projet Pompi. Et le groupe donc, entend de continuer à se positionner sur les terres rares. Et ce qui pourrait favoriser cela, donc, c'est aussi le partenariat avec des groupes chinois, car rappelons-le, la Chine aujourd'hui est responsable de la production de plus de 60% des terres rares.
Et dans le passé, c'était plus de 90%. Donc, le groupe pourrait bénéficier de l'expertise de certains groupes en la matière. Et il entend aussi donc de continuer à faire de l'exploration onshore au Maroc, notamment pour le cobalt. Parfait. Autre question. Quel est l'impact sur Managem de la hausse des taux? Enfin, ou plutôt, quel est l'impact de la hausse des taux sur l'or et donc son impact sur Managem? Donc, en effet, la hausse des taux directeurs aux États-Unis et en Europe pourrait faire baisser les cours du métal jaune. Néanmoins, la quasi-totalité des analystes s'accordent sur un cours cible qui ne devrait pas passer en dessous de 1700 dollars l'once, qui est donc similaire au cours retenu lors de l'élaboration de nos prévisions. Et Ok. sachant pardon, que le dollar devrait continuer à être supporté, donc, ou bien devrait rester à des cours élevés vu son statut de valeur refuge et dans un contexte de crise qui est donc amplifié par la crise en Ukraine. Voilà. Ok. Alors, peut-être une autre question. Donc, que se passe-t-il sur SMI, filiale de Managem? Donc, en ce qui concerne SMI, nous avons constaté durant les dernières années une baisse des teneurs d'argent sur le site des métals. Néanmoins, la filiale argentifère du groupe Managem a prouvé sa résilience en affichant une hausse de 84% en glissement annuel de son chiffre d'affaires au T1 2022, grâce à une hausse de 28% de sa production consécutivement à l'entrée en production de la carrière. Donc, selon le management, les réserves disponibles dans la mine devraient encore assurer 5 à 10 ans de production supplémentaire. Et par ailleurs, l'exploration sur le site des métals devrait permettre au groupe de découvrir de nouvelles réserves rallongeant la durée de vie de la mine. Voilà. Alors, autre question, quel serait l'impact d'une éventuelle poursuite de baisse des cours des métaux précieux et de base sur le cours boursier de Managem? Donc, en effet, une baisse supérieure aux attentes devrait avoir un impact sur la valorisation de Managem. Néanmoins, la majorité écrasante des analystes s'accordent sur des cours qui restent largement confortables pour le groupe. Enfin, peut-être en prendre une dernière avant de passer à la valeur suivante. Enfin, le risque de récession devrait peut-être impacter négativement les cours des métaux de base. Je ne sais pas quelle est votre lecture par rapport à ça. Et en effet, ça devrait impacter le cours de certains métaux de base. Néanmoins, il y a des éléments qui nous laissent penser que ce scénario devrait au moins être mitigé. Donc, par exemple, la Chine dernièrement a octroyé ou bien a débloqué, pardon, 110 milliards d'euros qui seront accordés sous forme de prêts pour soutenir l'infrastructure chinoise, qui est donc l'un des drivers principaux du cours du cuivre. Voilà. Donc, par ailleurs, même une situation de crise devrait continuer à soutenir les cours de l'or à des niveaux intéressants. Voilà. Parfait. Ben, merci Younes pour toutes ces explications. Donc, on passe maintenant à la valeur Marsa Maroc et je donne la parole donc à Tissam qui là aussi va partager avec nous la lecture de BKGR concernant cette valeur et puis par la suite on prendra vos questions. Il y a ton micro qui est désactivé, Tissam. Bonjour, vous m'entendez? Oui, vas-y. Vous m'entendez? Oui, Tissam, vas-y. Très bien.
Alors, je vais enchaîner avec la seule valeur du secteur portuaire coté à la bourse de Casablanca. C'est l'un des secteurs qui participe le plus au développement de l'économie nationale et qui fait preuve d'une bonne résilience dans un contexte qui a été ces dernières années mouvementé par des facteurs exogènes, on va dire. Donc, Marstar Maroc, qui est leader national de l'exploitation des terminaux portuaires, est une valeur sur laquelle nous sommes aujourd'hui plutôt positifs, au vu d'abord des réalisations probantes du groupe, même en période de crise d'ailleurs, au vu de son business model robuste, mais surtout au vu des perspectives prometteuses qui devraient soutenir davantage la croissance de l'opérateur. Donc, en parlant de perspectives, je vais commencer par vous présenter les catalyseurs et les enjeux qui se profilent pour le secteur globalement et pour le groupe particulièrement. Donc, dans un premier lieu, Marstar Maroc devrait capitaliser sur la croissance soutenue des flux mondiaux drainés par la nouvelle filiale Tanger Alliance, qui est dédiée à la gestion de la concession du terminal à conteneur 3 du port de Tanger-Metteux. Donc, rappelant que le démarrage de la nouvelle filiale en 2021 a permis de drainer 678 millions de dirhams, soit 19% du chiffre d'affaires global, avec une capacité de manutention de 60%. Maintenant, en termes de perspective, ou plutôt de prévision, Tanger Alliance devrait afficher en 2022 une capacité de manutention de près de 66% et une progression du volume aux alentours de 6. Donc, en termes de revenus ou bien de chiffre d'affaires, la nouvelle filiale devrait contribuer à hauteur de 20% au chiffre d'affaires prévisionnel de l'année en cours pour un montant qui est estimé à 746 millions de dirhams. Donc, ça va faire une hausse de près de 10% par rapport à l'année écoulée, c'est-à-dire par rapport à la première année d'activité de la nouvelle filiale. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que cette bonne progression de l'activité transbordement devrait se maintenir pour porter le volume manutentionné par la filiale à près de 1,2 million de VP en 2024 pour une capacité cible de 80% avant bien sûr d'atteindre la capacité maximale à horizon 2028 avec un volume de 1,5 million EVP. Donc, sur un autre registre, le secteur devrait globalement profiter du renforcement de la structure portuaire nationale. Donc, en effet, et conformément à sa stratégie portuaire à horizon 2030, qui s'inscrit dans le cadre de la politique de développement de ces régions, le Maroc devrait poursuivre son programme d'expansion de ports, lui permettant d'offrir de nouveaux relais de croissance à l'économie nationale. Donc, après le succès de Tanger-Med, les nouvelles infrastructures portuaires, notamment Dakhla Atlantique et Nador Westmed, pourraient insuffler une dynamique nouvelle à Marstar Maroc, si bien sûr elle parvient à se positionner dessus en tant qu'opérateur. Donc, pour rappel, le port de Nador devrait offrir une capacité additionnelle de 3 millions de conteneurs, enfin 3 millions de VP par rapport aux conteneurs, 25 millions de tonnes d'hydrocarbures, 7 millions de tonnes de charbon et 3 millions de marchandises diverses, au moment où celui de Dakhla devrait, dès sa première année d'activité, drainer un trafic prévisionnel de près de 2 millions de tonnes pour les marchandises et près de 1 million de tonnes pour les produits de la mer. Donc, en attendant la concrétisation de ces projets pour cette année, nous anticipons une bonne orientation du trafic global manutentionné par le groupe, drivé principalement par d'abord le segment vrac liquide, qui devrait enregistrer une progression de près de 8%, essentiellement sous l'effet d'une amélioration du trafic des hydrocarbures suite à l'allègement des restrictions de déplacement et d'une hausse du trafic du fioul suite à l'arrêt de l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié. Le segment vrac solide, pour sa part, devrait connaître une évolution positive également, de près de 4,5%, portée par
principalement la hausse anticipée du trafic céréalier et des animaux de bétail au vu de la faible production céréalière qui devrait régresser de moins 65% comparativement à l'année écoulée pour atteindre seulement 32 millions de quintaux pour cette campagne agricole. Donc, nous anticipons également, enfin toujours par rapport au vrac solide, nous anticipons également une progression des importations de coque de pétrole et des exportations de clinkers suite au démarrage de la cimenterie Lafarge à Agadir. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que cette bonne progression de l'activité commerciale devrait être limitée par un repli anticipé du trafic domestique des conteneurs sous l'effet du retrait des imports et exports dans un contexte économique inflationniste marqué par une flambée mondiale des cours des matières premières, un renchérissement du fret maritime et une réduction des comportements de stockage des acteurs économiques. Nous nous attendons également à un recul du trafic roulier, comme on atteste d'ailleurs les chiffres, plutôt les statistiques de l'IBAM, qui affichent une baisse de moins 9,5% des ventes auto au terme des 5 premiers mois de 2022, comparativement à la même période de l'année écoulée. Donc, enfin, par rapport aux enjeux, cette fois-ci, il faut noter un repli des réserves distribuables et une baisse du payout qui était à des niveaux de 120%, 140% et qui a baissé en 2021 à un niveau de 110%. Donc, compte tenu de ces éléments, ou bien de cette situation, nous anticipons une enveloppe de distribution plutôt prudente et qui devrait se limiter à un DPA de 7,2 dirhams pour les 2 prochaines années, c'est-à-dire pour 2022 et 2023, ce qui devrait réduire le payout à 102% en 2022 et 89% en 2021. Donc, je vous propose de passer à la slide suivante qui reprend les indicateurs financiers et boursiers. Donc, en matière d'agrégats financiers et à la lueur de ce qui précède, nous tablons sur une appréciation du chiffre d'affaires de 5% à 3 771 millions de dirhams, tiré principalement par la contribution de la filiale Tanger Alliance, notamment l'activité transbordement, conjuguée à une progression attendue des vracs solides et liquides, comme cité précédemment. Pour ce qui est de la capacité bénéficiaire, nous anticipons une bonification du RNPG de 15% à 768 millions de dirhams, et ce, compte tenu de la bonne orientation de l'activité commerciale et de l'amélioration prévue des performances opérationnelles, avec un REX qui devrait s'améliorer de près de 7%, portant ainsi la marge opérationnelle à 32% contre un niveau de 31,2% en 2021. Je vous propose de passer à la slide suivante qui reprend la valo de Mars à Maroc. Enfin, pour les besoins de l'évaluation du groupe Mars à Maroc, nous nous sommes basés sur la méthode d'actualisation des cash flows et avons retenu plusieurs hypothèses. Tout d'abord, une croissance soutenue de l'activité de Tanger Alliance qui devrait atteindre sa capacité maximale à horizon 2028, permettant de contribuer au chiffre d'affaires global à hauteur de 25% avec un volume de 1,5 million EVP. Nous tablons aussi sur un redressement des importations et exportations, soutenu par un soulagement attendu des tensions inflationnistes et une amélioration du contexte économique mondial à compter de l'année 2024. Donc, nous attendons également à une montée en performance de l'activité portuaire portée par le potentiel de développement des nouvelles infrastructures dans le cadre de la stratégie portuaire nationale à horizon 2030. Alors, en termes de chiffre d'affaires, nous anticipons un TCAM de 7,4% sur la période 2022-2023. Et en termes de marge d'EBITDA, nous tablons sur une moyenne de près de 45% sur la même période. Donc, au vu de tous ces éléments, nous recommandons d'accumuler le titre dans les portefeuilles avec un cours cible de 307 dirhams. Donc, voilà, ça sera tout pour la valeur Marsa. Je redonne la parole à Reda pour questions. Alors, merci
Sam. Première question en fait concernant Marsa Maroc. Quel est l'impact du contexte inflationniste actuel donc sur la valeur et comment les marges devraient-elles évoluer? Alors, nous estimons que le contexte économique actuel, que ce soit au niveau national ou bien mondial, devrait certainement avoir un impact sur le secteur portuaire de manière générale, qui connaît un renchérissement du fret maritime et une flambée des cours internationaux des matières premières, impactant l'ensemble des importateurs et des exportateurs. D'ailleurs, comme mentionné tout à l'heure, nous attendons à une baisse du niveau des importations et exportations pour l'année en cours, ce qui devrait occasionner un repli du trafic conteneurisé domestique. Mais cette baisse devrait être compensée par la progression d'autres segments. D'ailleurs, Marsa Maroc est doté d'un modèle multispécialisé, multitrafic, lui permettant de maintenir une sorte d'équilibre entre ses activités portuaires et donc de faire face aux tensions de la conjoncture économique. Donc, par rapport à la deuxième partie de la question concernant les marges, nous anticipons une amélioration des marges en 2022 pour atteindre un niveau pré-Covid de 32% contre 31,4% une année auparavant, porté par une amélioration anticipée du résultat d'exploitation malgré une éventuelle hausse des OPEX. Maintenant, pour l'année 2023, nous tablons sur un redressement progressif de la situation économique, ce qui devrait faire baisser les charges opérationnelles portant la marge à des niveaux de près de 33%. Voilà. Très bien. Autre question, pourquoi devrait-on investir en fait dans la valeur alors qu'elle est chère, étant donné le niveau du PER, donc qui était de 53 fois en 2020, 31 fois en 2021, et d'autre part le rendement qui a tendance à baisser au regard des niveaux du payout et du dividend yield. Alors, nous recommandons la valeur au vu de son potentiel de croissance. C'est vrai qu'en termes de rendement, le groupe est confronté à un épuisement des réserves. Donc, le rendement pour les années à venir est corrélé au niveau de la capacité bénéficiaire. Par rapport au PER, bon, celui de 2020 tient compte d'éléments non courants, à savoir le don au fonds Covid, qui a réduit le niveau du RNPG. En 2021, certes, le PER reste élevé, mais il devrait s'améliorer selon nos prévisions pour les prochaines années, intégrant une hausse anticipée du résultat net. Donc, globalement, nous recommandons la valeur au vu de son business model solide en tant qu'opérateur multispécialisé qui capte des flux diversifiés, lui permettant de faire preuve de résilience face aux aléas de la conjoncture économique. D'ailleurs, même en période de crise, le groupe a pu tirer son épingle du jeu. En 2021, nous avons été agréablement surpris par des réalisations commerciales supérieures à nos attentes, tirées principalement par Tanger Alliance. Nous pensons que la nouvelle filiale, notamment l'activité transbordement, devrait poursuivre sa montée en puissance pour les prochaines années, ce qui permettrait à Marsa de polariser des revenus additionnels. Nous estimons aussi que les infrastructures portuaires de nouvelle génération telles que Nador, Westmed et Dakhla Atlantique devraient offrir de nouveaux relais de croissance permettant au groupe de renforcer sa position de leader. Donc, ce sont tout autant d'éléments qui confortent aujourd'hui notre opinion très positive sur la valeur. Donc, voilà. Très bien. Autre question, en fait, c'est qui a un lien avec le chiffre d'affaires donc de Marsa qui a augmenté de 18% au cours du premier trimestre, avec en face une augmentation du trafic uniquement de 8%. Donc, comment expliquer cela, ce décalage? Bon, alors, la hausse des revenus de Marsa Maroc au cours du premier trimestre est portée
justement par l'évolution du trafic et des flux portuaires gérés par le groupe. Mais il faut noter aussi que Marsa a d'autres sources de revenus, telles que les prestations de manutention et de stockage, les services rendus aux navires, les prestations logistiques, etc. Donc, les recettes de stockage ont probablement augmenté pendant cette période, suite vraisemblablement à l'augmentation des délais de séjour des conteneurs, ce qui devrait en quelque sorte partiellement compenser la perte de valeur, plutôt de volume sur ce segment. Voilà. Très bien. Autre question. Justement, tu avais évoqué la création des ports de Nador, West Med et de Dakhla Atlantique. Est-ce que cette création ne risque pas d'augmenter la concurrence en défaveur de Marsa? Et comment pensez-vous que cela devrait contribuer à la croissance du groupe? Bon, c'est une question pertinente. D'ailleurs, c'est une hypothèse qui est vraisemblable. C'est vrai que cela pourrait créer un arbitrage défavorable à Marsa Maroc, dans la mesure où les nouveaux ports pourraient éventuellement capter une part du trafic manutentionné par Marsa dans les régions concernées. Mais bon, si Marsa Maroc parvient à se positionner sur les projets en tant qu'opérateur à travers l'obtention d'une ou de plusieurs concessions, cela devrait au contraire bénéficier au groupe, lui permettant d'une part de préserver sa part de marché dans les régions de Nador et Dakhla, mais aussi de drainer des flux additionnels, ce qui est plutôt positif pour le groupe et ce qui devrait dynamiser davantage son activité. Très bien. Peut-être une dernière question concernant cette valeur. Alors, selon les statistiques de l'ANP, le trafic des conteneurs a connu une baisse au T1, alors que Marsa Maroc enregistre une hausse sur le même segment. Donc, comment expliquer ce décalage? Pardon. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Oui, bien sûr. Je disais en fait, selon les statistiques de l'ANP, le trafic de conteneurs a connu une baisse au T1, alors que Marsa Maroc enregistre une hausse sur le même segment, sur la même période. Donc, comment expliquer ce décalage? Bon, alors, je ne pense pas vraiment qu'il y ait un décalage par rapport au trafic conteneurisé domestique. Marsa Maroc a justement affiché une baisse du volume au T1. Donc, ça rejoint la tendance baissière affichée par l'ANP. Mais bon, cette baisse a été compensée par Tanger Alliance, notamment l'activité de conteneurs en transportement. Donc, juste à titre de précision, les statistiques de l'ANP ne tiennent pas compte du trafic réalisé par Tanger Med. Donc, ça ne couvre pas l'activité de transportement. Donc, la contribution de Tanger Alliance qui a porté à la hausse le trafic conteneurisé manutentionné par Marsa n'est pas inclus dans les chiffres, dans les statistiques publiées par l'ANP. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Parfait. Ben, merci beaucoup, Tissa, pour ces éclairages. Donc, maintenant, on va passer à la valeur SNEP et je passerai la parole à Yacine, donc là aussi, qui va partager sa lecture de cette valeur et puis on prendra les questions de nos invités. Yacine? Oui, bonjour Leda, bonjour tout le monde. Donc, toujours dans le secteur des industriels, nous passons maintenant à l'opérateur de pétrochimie, SNEP, qui est une valeur sur laquelle on est très positif. Donc, le leader du marché marocain des produits vinyliques ainsi que des produits issus de l'électrolyse. Il intervient en amont de toute l'industrie nationale auprès des clients évoluant dans divers secteurs d'activité, avec une couverture qui devrait passer de 55 à 75% des besoins du marché local après la hausse prévue de ses capacités de production au S de 2022 à 90 000 tonnes. Donc, à mi-parcours de son ambition de réduire ses coûts via sa stratégie d'augmentation de production et sa maîtrise industrielle, SNEP poursuit progressivement l'amélioration de ses marges, devant porter, selon nos prévisions, celle de l'EBITDA à 23% à horizon 2023 contre 22% en 2021. En effet, le groupe devrait davantage bénéficier
des effets d'économie d'échelle induits, lui permettant à l'avenir d'améliorer ses marges. Parallèlement, la possibilité de renouvellement des mesures anti-dumping au-delà de leur date d'échéance permettrait à l'opérateur de mieux résister aux importations déloyales et ainsi de défendre ses parts de marché. SNEP cherche également à se diversifier dans des produits à forte valeur ajoutée, avec le développement à venir d'un PVC compound destiné notamment à l'industrie automobile pour la fabrication de tableaux de bord et de câbles multipolaires en PVC, mais aussi à un autre secteur qui est le secteur médical pour la fabrication de dispositifs médicaux. Nous passons maintenant aux agrégats financiers et aux indicateurs boursiers. Donc, pour rappel, SNEP avait déjà affiché une bonne orientation de ses réalisations commerciales en 2021, avec une hausse de 18% de son chiffre d'affaires à 1,82 milliard de dirhams, pour un bottom line de 126 millions de dirhams, soit un bond de 57% par rapport à 2020. En dépit de la hausse des prix des intrants, la société a pu améliorer ses marges opérationnelles pour établir son EBITDA à 22% pendant la même année de 2021, un niveau qui, selon nos anticipations, devrait s'améliorer au cours des prochaines années compte tenu de sa maîtrise opérationnelle et de la solidité de son business plan. Après donc avoir analysé la valeur et les projets, nous avons donc revu à la hausse nos prévisions et nous tablons désormais sur des capacités bénéficiaires à 140 millions de dirhams en 2022, soit une amélioration de 12% par rapport à 2021, et un RNPG à 165 millions de dirhams en 2023, soit une croissance de 17%. Donc, pour ce, SNEP devrait principalement capitaliser sur, premièrement, des économies d'échelle attendues suite à l'augmentation de ses capacités de production, mais aussi des gains escomptés sur la consommation d'énergie électrique grâce au recours aux renouvelables, ce qui permettrait à SNEP d'optimiser sa facture énergétique. Et ceci se fait à travers son contrat avec Nareva, qui lui permet d'acheter moins cher de 10% par rapport au conventionnel. Et n'oublions pas aussi le différentiel, c'est un point qui est très important aussi, le différentiel avec l'Europe qui est actuellement devenu favorable pour le Maroc, puisqu'au Maroc, la facture énergétique est à 90 euros le mégawattheure contre 200 jusqu'à 250 euros le mégawattheure en Europe. Et finalement, nous avons aussi le lancement imminent de l'activité compound qui devrait notamment répondre à une demande nationale estimée à 133 000 tonnes en 2022 et 141 000 tonnes en 2024, uniquement pour le compound. Donc, nous passons maintenant à la slide finale qui intègre notre DCF. Et dans notre valorisation, nous avons tenu compte également de la poursuite de son programme d'extension des capacités de production qui vise à atteindre à horizon 2024 un output annuel de 120 000 tonnes de PVC et 115 000 tonnes de soude. Et aussi, et c'est un point très très important, son ambition d'exporter près de 20% de son chiffre d'affaires vinylique à horizon 2024, suite notamment à l'homologation de ses produits en Turquie, qui est le deuxième plus grand importateur de PVC, et pas que la Turquie, puisque nous avons aussi d'autres pays qui pourraient devenir des clients de SNEP, qui sont l'Espagne, le Portugal ou même l'Afrique de l'Ouest. Donc, cette volonté d'exportation se trouve aujourd'hui un petit peu freinée par ces capacités limitées de production, qui sont actuellement à peu près 75 000 tonnes, mais qui devraient s'améliorer pour atteindre 90 000 tonnes de PVC au S2 2022. Donc, ce freinage se retrouve déjà face à un marché domestique qui consomme à lui seul près de 140 000 tonnes. Donc, reste à espérer que la dégradation du contexte économique global n'impacte pas négativement les perspectives de croissance de la filiale pétrochimique du groupe Shell.
donc dans une ample mesure et sous une optique positive. L'équipe BKGR recommande d'acheter le titre SNEP que nous valorisons au cours cible de 1040 dirhams par action. Je repasse maintenant la parole à Reda pour la session des questions et réponses. Merci Yacine. Alors, une première question sur l'impact sur SNEP et sur les marges de SNEP de la flambée des cours du pétrole. Oui, effectivement. Donc, comme on connaît tous, le pétrole a connu une flambée durant l'année 2022. Et donc, l'opérateur devrait impacter la hausse des prix et donc bénéficier tout de même d'un effet prix favorable, comme ce qu'on a pu aperçu déjà au T1 2022, suivant une hausse des cours internationaux de plus de 70% pour le Brent et 73%, 77 plutôt, excusez-moi, 77% pour le Brent et 73% pour le WTI. Donc, après cela, le chiffre d'affaires au T1 2022 a pu gagner 18% à 310 millions de dirhams. Donc, ces coûts de revient de production de PVC, quant à eux, devraient s'élever à 10 120 dirhams la tonne, soit une augmentation de 6% par rapport à 2021. Et, cependant, ce prix de revient reste toujours inférieur au coût en Europe qui se situerait aujourd'hui à 11 602 dirhams la tonne. Donc, l'opérateur pourra impacter ses prix grâce à son pricing power important, vu qu'il gagne toujours au niveau des marges et au niveau des coûts de production grâce à son optimisation du coût de l'électricité et des énergies en général. Parfait. Une deuxième question, quelles sont les ambitions de SNEP à l'export? Toujours. Je pense qu'il y a un petit souci, j'arrive pas à vous entendre. Ouais, je vais reposer la question. En fait, quelles sont les ambitions de SNEP à l'export? Les ambitions de Snap à l'export. Donc, comme on l'a dit, Snap ambitionne d'exporter près de 20% de son chiffre d'affaires vinylique à horizon 2024, selon les prévisions du management, bien sûr. Donc, son levier est principalement une meilleure maîtrise opérationnelle pour profiter de la dynamique de la demande internationale pour le PVC. Et cela reste conditionné de ses capacités de production et du maintien du différentiel favorable de la société en matière de coûts énergétiques. Donc, comme on l'a dit auparavant, tenant compte d'un coût d'électricité de 90 € le mégawattheure au Maroc contre 200 à 250 en Europe, SNEP pourrait profiter de cet avantage concurrentiel pour améliorer ses marges opérationnelles et renforcer son offre sur le marché international. Parfait. Ben, merci Yacine pour ces réponses. Donc, on va passer à la cinquième et dernière conviction de BMCE Capital Global Research pour le webinaire d'aujourd'hui, donc qui est Aradé Capital. Et donc, je passe la parole à Nadim pour nous parler donc de cette valeur. Nadim? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Juste oui, histoire de vérifier que tout est OK. Très bien. Vas-y. Je pense que c'est bon. Sans plus tarder, je vais passer à notre dernière valeur choisie qui mérite qu'on lui porte beaucoup d'intérêt. Alors, c'est une valeur qu'on vient d'introduire dans notre portefeuille depuis peu maintenant. Et on est très positif sur Aradé Capital, notamment d'un point de vue perspective de croissance. Alors, Aradé Capital, elle avait annoncé son objectif de se positionner en tant que foncière de référence sur le marché marocain, comme elle l'a annoncé durant son IPO. Et selon nous, elle devrait être très bien partie pour s'imposer sur ce marché avec une stratégie de développement qui semble très ambitieuse et qui a déjà été amorcée en 2021. Alors, il y a donc plusieurs éléments de perspective qui confortent notre opinion sur la société, mais je vais d'abord commencer par ce qui devrait driver en fait, le top line d'Aradé Capital, notamment à long terme. Premièrement, c'est l'acquisition de l'OPCI Cléopierre auprès de la BMCI, donc qui devrait, selon nos estimations, générer un chiffre d'affaires cumulé global de près de 600 millions de dirhams à horizon 2031.
Alors, le deuxième projet, c'est le développement d'un projet de 7 cliniques privées aux côtés du leader national de la santé privée, donc Acdital, Acdital et BFO Partners, donc dans le cadre de la prise de participation par Arade Capital de 51% des parts de Acdital Immo, qui est une joint venture. Et donc, c'est 7 cliniques qui devraient être installées dans différentes villes du Maroc, notamment à Tanger et à Agadir, et qui devraient mobiliser un investissement de près d'1 milliard de dirhams. Alors, en termes de chiffre d'affaires, ces cliniques, selon nos estimations, elles devraient générer un chiffre d'affaires cumulé de près de 500 millions de dirhams, toujours à horizon 2031. Alors, finalement, on a estimé que l'immeuble Prisme que Arade Capital est en train de développer et qui disposerait de 6 000 mètres carrés d'espace bureau, donc là c'est plutôt le secteur de l'immobilier professionnel, il serait entièrement à date loué par les partenaires d'Arade Capital. Et avec le lancement du projet Mixed Use à Casablanca par la foncière, devrait représenter un investissement global de 770 millions de dirhams et ça devrait apporter une surface locative, c'est-à-dire une surface GLA à la foncière de près de 55 000 mètres carrés. Alors, selon nos prévisions, toujours, on devrait observer un chiffre d'affaires cumulé supplémentaire de près de 700 millions de dirhams entre 2022 et 2031. Alors, cette stratégie de développement, elle doit venir accompagner la poursuite de la diversification du portefeuille d'actifs de la foncière et qui, en fait, fondamentalement parlant, ça représente l'essence même en fait, de son succès et le cœur de son business model. Alors, en termes de chiffres, Arade Capital, elle a un portefeuille d'actifs qui est valorisé à date à plus de 6 milliards de dirhams et qui affiche des KPIs qui sont très, très, très intéressants, avec par exemple un taux d'occupation de 97% à fin mars 2022, donc en amélioration historiquement, des niveaux de tri qui est aussi entre 8 et 12% pour l'ensemble de ces actifs, sachant que pour les projets Greenfield, on a des double-digit tri selon le management. Et puis finalement, une surface GLA donc, qui a connu une ascension fulgurante puisqu'elle passe de 104 000 mètres carrés à 391 000 mètres carrés entre 2015 et 2022. Et sachant qu'avec les projets que l'on a cités, donc les cliniques qui devraient apporter 100 000 mètres carrés de supplémentaires, ainsi que le projet Mixed Use et Prism qui devrait apporter 55 000 mètres carrés, ça devrait venir renforcer un petit peu cette GLA qui est déjà très, très intéressante. Alors en parallèle, et justement par rapport à ce portefeuille d'actifs, Arade Capital, elle a adopté une stratégie qui semble proactive en fait, s'agissant de la gestion de ses investissements et ses actifs. D'abord parce qu'elle a un partenariat de développement stratégique avec la Belleville qui l'oblige en fait d'avoir une composante commerciale pour l'ensemble des actifs qui sont acquis auprès du distributeur alimentaire, sachant que pour ce qui est des actifs isolés et qui ne représenteraient pas une certaine rentabilité ou un niveau de rentabilité déjà annoncé, ils seraient en grande partie cédés. Et puis, deuxième point, s'agissant de la gestion de ces actifs, Arade Capital, elle procède très souvent à des repositionnements de ces actifs. Donc, pour ceux pour lesquels elle remarque un certain ralentissement, par exemple, avec certaines pratiques comme des rénovations ou des merchandising mix, etc. Et par exemple, le développement de réserves foncières qui sont adjacentes à ces actifs, comme par exemple celle qui jouxte le Cellar Park d'Arboisa pour un projet immobilier. Alors, ces éléments-là, ils constituent quand même des éléments assez rassurants par rapport aux risques qu'Arade Capital peut prendre, surtout par rapport à ce projet Greenfield. Mais on aimerait quand même aller sur le dernier élément qui semble le plus important pour nous et sur lequel on aimerait attirer votre attention, ça reste le volet rendement. Parce qu'il faut savoir qu'en tant que foncière Arade Capital, elle offre en fait une politique de dividendes qui est très intéressante et qui lui pose comme objectif de distribuer au minimum 85% de ses FFO, donc ses Funds from Operations, ce qui l'amène en fait à dupliquer un petit peu la politique de distribution des OPCI, même si elle n'a pas le statut. Alors historiquement, la moyenne du payout, basée sur les FFO, elle s'élève quand même à un niveau plus élevé que les 85%, puisqu'on est en moyenne à 95% entre 2018 et 2021, et selon nos estimations,
devrait se stabiliser à ce niveau-là sur notre horizon de prévision. Qui devrait justement amener Arade Capital à afficher un dividend yield de près de 5% en 2023, ce qui reste un niveau au-dessus de celui du marché. Maintenant, peut-être sur un aspect plus qualitatif, on a pu dénoter une très grande transparence et une qualité aussi bien de la communication financière de la foncière que pour le management. Et ça représente, encore une fois, des éléments très positifs qui viennent s'ajouter aux autres éléments qu'on a pu voir, des éléments de perspective de croissance dans notre valorisation. Alors maintenant, je vous propose de passer peut-être à la partie suivante et de voir un peu plus en détail les indicateurs financiers et boursiers d'Arade Capital. Alors en 2022, donc pour l'année à venir, les revenus de la foncière ils devraient s'améliorer, tirés par l'effet plein des loyers générés par les agences louées à la BMCI, donc dans le cadre de l'acquisition de l'OPCI auprès de la banque, et d'un retour à la normale de l'activité de ce locataire qui devrait être induit par une levée totale des restrictions sanitaires qui avait été maintenue en 2021, et ce qui devrait amener la foncière à afficher des taux d'occupation de fréquentation, notamment dans les actifs ouverts en 2021, en hausse significative. Maintenant, pour ce qui est du volet boursier, alors la valeur, elle traite aujourd'hui à un cours en bourse de 440 dirhams, ce qui représente une perte en year-to-date de 6%. Pour ce qui est de la cherté du titre, on peut sans doute affirmer qu'elle traite à des niveaux très convenables, avec un PE par exemple de 12,8 fois ses bénéfices en 2021, contre une moyenne sectorielle de près de 15 fois. Pour ce qui est de son dividend yield de 4,4%, c'est toujours un niveau au-dessus de celui du marché. Donc, ça reste des indicateurs toujours très intéressants par rapport au profil un petit peu et aux indicateurs boursiers de la société. Alors, compte tenu maintenant de la performance du titre en 2022 et de l'amélioration du bottom line de la foncière en 2022, la société, elle devra afficher un PE de 14,4 fois ses bénéfices en 2022, toujours en deçà de celui du marché. Alors, dernier point peut-être, on va passer à la partie valorisation de la société. Et intégrant un petit peu tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire les projets de croissance et la distribution de dividendes. Alors, on devrait d'abord, pour ce qui est du top line, on devrait avoir un TCAM des revenus de plus de 6%, qui devrait justement intégrer la perception des nouveaux loyers dans le cadre de l'élargissement du périmètre de la foncière, ainsi que les augmentations triennales qui sont adossées à chaque contrat de bail qu'Arade Capital signe avec ses locataires. Alors, il faut noter maintenant que nos estimations de chiffre d'affaires, elles n'intègrent pas les revenus qui sont issus des projets qui portent sur d'autres secteurs, notamment celui de l'éducation ou de l'immobilier, que qu'Arade Capital a annoncé vouloir pénétrer très prochainement. Alors, finalement, compte tenu justement du modèle, du business model de la foncière et de cette politique de distribution très intéressante, on l'a valorisé par l'actualisation des dividendes, puisque ça nous a semblé la méthode la plus judicieuse. On a posé comme hypothèse un niveau de payout moyen de 95%, ce qui nous fait aboutir à un cours cible de 543 dirhams, pour un effet de 23% par rapport au cours actuel, et un PE cible toujours intéressant, 17%, notre opinion très positive sur la valeur. Alors voilà pour notre argumentaire. Je pense là, on peut commencer à prendre les questions. Oui, merci Méline pour ces éclairages. Donc, une première question sur comment Arade Capital envisage de financer son programme d'investissement. Oui, alors je ne sais pas, mais j'entends pas forcément de son. Je sais, tu m'entends là, Méline? Non. Là, ça va, je pense. Ok, donc je ne sais pas si tu m'entends. Donc, je disais comment Arade Capital compte financer son programme d'investissement. Alors oui, bien évidemment, c'est une question assez pertinente parce qu'on a cité quand même des montants d'investissement
qui sont très élevés, donc 1 milliard pour les cliniques, 700 millions pour les projets Mixtios et Prism. Alors, nous, dans nos hypothèses, on a posé comme hypothèse justement un appel au financement qui devrait se traduire par une augmentation de capital, donc on a estimé qu'il devrait se produire en 2023, donc de près de 400 millions de dirhams, et un renforcement de l'endettement. Maintenant, bien qu'avec ces hypothèses, Arade Capital devrait quand même garder des indicateurs financiers plutôt stables et plutôt sains, avec par exemple un dette net sur EBITDA qui devrait s'alléger et passer à 3 fois en 2026. Maintenant, il faut savoir que Arade Capital, elle a quand même des exigences en interne qui l'obligent, par exemple, à avoir un ratio loan to value, c'est-à-dire ses dettes sur la valeur de ses actifs plus ses liquidités, inférieures à 60%. Sachant qu'aujourd'hui, on est à moins de 40%, donc ça reste quand même encore, ça leur laisse en fait une marge de manœuvre très intéressante. Donc voilà, je ne sais pas, je pense que ça répond à la question. Oui, très bien. Alors, peut-être une dernière question. En période de crise, pensez-vous que c'est opportun d'investir dans ce secteur? Alors, si on pense que c'est opportun, oui. Alors, déjà, on pense que Arade Capital, elle opère quand même dans un secteur résilient en temps de crise, comme en a témoigné sa performance depuis le début de l'année. Donc, pour rappel, elle a fait 6% depuis le début de l'année contre un Asie qui a contre-performé de près de 9%. Maintenant, en tant que telle, Arade Capital, ça reste du pierre papier de qualité. Elle présente des perspectives de croissance qui sont très intéressantes, un rendement qui est très intéressant. Donc, pour l'investisseur, je pense on pense que c'est vraiment le bon compromis entre la croissance et la rentabilité. D'ailleurs, elle devrait afficher elle a affiché un dividend yield de 4,4% en 2021, ce qui est supérieur à celui du marché, et pareil pour son PE. Maintenant, même au niveau sectoriel, je pense que c'est quelque chose qu'on a observé même à l'étranger, en Europe et d'ailleurs plus particulièrement en France. Les foncières cotées et les SCPI, elles ont surperformé le marché, par exemple avec un taux de distribution de 4,5% en 2021, qui a été en hausse par rapport à 2019. C'est-à-dire que même en temps de crise, on a réussi à distribuer plus à un niveau plus que pendant une année normative. Donc oui, pour résumer, ça reste opportun d'investir dans le secteur et encore plus et davantage dans Arade Capital. Merci Mariam pour ces réponses. Je remercie l'ensemble de nos analystes donc, pour leurs éclairages très intéressants. Au nom de BMC Capital, je remercie nos invités d'avoir pris part à ce webinaire et on vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines rencontres. Très bonne journée. Bonne journée.